On vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Adaptation au changement climatique, les cultures pérennes au premier rang. C'est Sarah Colombier, qui est consultante innovation climat à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, qui va mener ce webinaire. Et je vais commencer par vous présenter rapidement nos 4 intervenants. On va d'abord entendre Théo Petitjean et Mathieu Géano sur la partie plutôt viticulture. Alors Théo, il est ingénieur d'études agroclimatologie au LETG Université de Rennes 2, LETG pour littoral, environnement, télédétection et géomatique. Et Mathieu, il est conseiller viticole. Il est notre référent viticulture climat à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Ensuite, on se fera une petite session de questions-réponses après ces 2 premières présentations. Et puis ensuite, on écoutera Louis Amiot et Benoît Foucault. Alors Louis, il est doctorant en climatologie dans le même laboratoire que Théo. Et Benoît, il est conseiller agronomie arboriculture à la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. Et donc, suite à ces 2 présentations, on refera un petit tour de questions. Donc, pour vos questions, justement, je vais vous demander de les poser dans le chat si vous en avez qui vous viennent pendant les présentations. Et puis, sinon, à chaque fin de 2 tours, on fera une session de questions-réponses où vous pourrez lever la main et on pourra distribuer la parole. Et on reprendra aussi les questions du chat. Juste quelques petites consignes d'usage. Merci de couper vos caméras pour économiser la bande passante, de couper vos micros pour ne pas perturber les présentations. Et du coup, je vais repasser la parole à Sarah qui va enchaîner sur l'introduction. Bon webinaire à tous. Donc, rebonjour. Je vais d'abord passer la parole à Théo sur la partie viticulture pour avoir d'abord un contexte assez scientifique sur l'évolution du climat et l'impact sur les productions viticoles. Et ensuite, c'est Benoît qui va plus, c'est Mathieu qui va être plus concret à la fois sur les leviers d'adaptation au changement climatique, mais aussi les leviers d'atténuation. Donc, sans plus tarder, Théo, je te passe la parole et je te passe aussi le partage d'écran. Merci beaucoup, Sarah. Alors, je mets... Hop. J'espère que vous me voyez tous bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Théo Petitjean, ingénieur d'études en agroclimatologie à l'UMR-LETG à Rennes. Et je vais vous présenter aujourd'hui, dans ce webinaire, mes résultats sur la spatialisation future des indicateurs agroclimatiques pour la vigne. Donc, qui dit, si j'arrive à faire passer la diapo, voilà. Qui dit spatialisation future dit bien sûr données modélisées dans le futur. Donc, c'est des données créées par les instituts de climatologie et mises en ligne sur la plateforme DRIAS qui permettent d'obtenir donc des scénarios du changement climatique. Ici, on va s'intéresser exclusivement au scénario dit pessimiste, le RCP 8.5, qui correspond à une augmentation de 2,6 degrés à 4,8 degrés de la température moyenne terrestre d'ici 2100. On va s'intéresser donc sur ces modèles, ces données futures, sur 2 périodes futures. Donc une période de futur proche, qui est 2020-2050, et une période de futur lointain, 2070-2100. Et on va l'étudier sur 2 régions, donc la région Pays de la Loire, qui est une région viticole traditionnelle, et la région Bretagne. À chaque fois, je ferai un petit zoom sur un point de grille, donc vous voyez, c'est un petit rond jaune, qui correspond au point de grille du vignoble du Layon. Donc, quand je vous dis des données modélisées, vous voyez, point de grille régionalisé à 8 km, c'est-à-dire qu'entre chaque petit point, il y a 8 km et que sur chaque point, il y a des données du changement climatique. Donc, si on regarde les premiers résultats, ça concerne la température moyenne sur la saison végétative. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bon, déjà, on voit bien sûr une variabilité spatiale de cette température moyenne, avec une Bretagne un peu plus fraîche que les Pays de la Loire. Et on note, donc si on zoome directement sur le petit point de grille du Layon, on voit une température moyenne de 16,8 degrés, soit plus 1,2 degré par rapport à la période historique 1976-2005. Si on compare cette température moyenne de la saison végétative sur le futur proche, eh ben, on obtient en fait celle que l'on avait à Bordeaux durant la période historique 76-2005. Donc sur Bordeaux, on avait une température moyenne d'environ 16,75. Et donc sur le futur proche, on serait à peu près dans les mêmes ordres de grandeur.
Ensuite, pour donner un autre exemple, j'ai pris aussi les données de la station météo d'Angers en 2022, où on obtient une température moyenne sur la saison végétative de 17,2 degrés. Donc on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur que ce qu'on trouve sur notre futur proche, 2021-2050. Et donc on se place bien vraiment dans cette période. Si on regarde maintenant la carte future, donc, que je vous ai mis sur la droite, 2071-2100, futur lointain, pardon. Donc on revoit cette variabilité, sauf qu'on voit ce coup-ci qu'en Bretagne, dans la zone la plus fraîche des régions étudiées, et en fait on obtient les températures qu'on avait dans le futur proche sur Angers. Et si on zoome dans la zone plus chaude des Pays de la Loire, c'est-à-dire là sur le point de grille du vignoble du Layon, on obtient une température moyenne sur la saison végétative d'environ 19,2 degrés, soit une augmentation de 3,6 degrés par rapport à la période historique 76-2005. Là, pour avoir une comparaison, il faut descendre complètement en Espagne et on arrive à Madrid. Et donc, ce 19 degrés sur la température moyenne de saison végétative correspond justement aux données issues de la station météo de Madrid durant la période historique 76-2005. Donc ça, c'est pour un point de vue purement température. Maintenant, si on le met en lien avec le développement de la vigne, on va étudier l'évolution et l'avancée des stades phénologiques. Donc ici, on s'intéresse surtout à la mi-véraison et sur le cépage Chenin Blanc, qui est un cépage emblématique du Val-de-Loire. Donc pareil, donc même principe, je vous présente ces deux cartes, futur proche et futur lointain. J'ai pu obtenir ces dates de véraison dans le futur grâce à un indice, l'indice GFV, fait par Parker, qui me permet justement, à partir d'un cumul de degrés jour, d'obtenir des dates de véraison. Donc, si on regarde ces cartes, on voit donc pareil, une variabilité spatiale de cette date de véraison, avec des dates plus précoces, bien sûr, dans le Val-de-Loire par rapport à la Bretagne. Sur la Bretagne, on voit qu'on a des dates de mi-véraison environ autour du 25-30 septembre, ce qui est très tardif. Et sur le Val-de-Loire, on obtient donc en futur proche des dates autour du 17 août en moyenne. Donc le 17 août, ça correspond à peu près en moyenne à ce que aussi le collègue de la Chambre Thomas Chassin avait pu observer sur ses parcelles expérimentales. Cette date correspond aussi à un écart de 7 jours avec la période historique 76-2005. Alors ça, c'est des moyennes. Il faut bien prendre en compte qu'il y a de la variabilité aussi sur ces dates de véraison. Donc on a en moyenne le 17 août, mais durant ces 30 ans, les années précoces on aura des véraisons autour du 2 août, et les années tardives, on aura une véraison autour du 6 septembre. Si on regarde maintenant le futur lointain, on a donc bien sûr une précocité de la véraison un peu plus importante, avec sur le coteau du Layon des dates de véraison en moyenne autour du 31 juillet, ce qui correspond à moins 24 jours par rapport à la période historique 76-2005. Si on regarde par exemple aussi en Bretagne, Bretagne Nord Finistère, on voit cette fois-ci que les dates potentielles de mi-véraison du Chenin arriveraient à peu près aux mêmes dates que ce qu'on obtient plutôt, là ce serait plutôt vers Rennes sur le futur proche. Si on regarde la variabilité, pareil, de cet indicateur, donc on voit une moyenne à peu près une véraison donc très précoce au 31 juillet, mais il pourrait y avoir donc dans les années chaudes encore une précocité plus importante, avec une véraison pouvant atteindre le 18 juillet, et les années les plus tardives seraient autour du 15 août, ce qui correspond à la moyenne en fait quasiment de la période du futur proche. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner, c'est plus que les dates à retenir, c'est vraiment l'ordre de grandeur à vous donner, c'est-à-dire qu'on a déjà pu observer ces dernières années une avancée des stades phénologiques assez importante, et donc c'est plus pour évaluer à quel niveau ça va encore évoluer dans le futur, dans un futur proche et dans un futur lointain. Donc ça, c'était pour l'avancée des stades phénologiques. On l'a fait pour donc à la fois le chenin, comme j'ai pu vous le montrer, mais aussi pour le cabernet franc, et on va le faire aussi sûrement sur d'autres cépages pour voir l'évolution des cépages dans le futur. Et on l'a fait, donc ici je vous ai montré la véraison, mais on l'a fait aussi pour la floraison et pour la maturité, qui est définie par un stade de 200 grammes par litre de sucre pour le raisin. Et donc à chaque fois, en fait, on compare le futur proche et le futur lointain avec une moyenne, un écart par rapport à la période historique, et on voit la variabilité entre les années précoces et les années tardives sur ces périodes trentenaires.
Donc ça, c'est le travail effectué au sein justement du projet ClimaVeg. Donc, qui dit aussi impact du changement climatique, dit aussi impact sur les événements extrêmes. Donc là, je vais vous présenter des résultats sur le gel printanier, et en particulier l'indicateur sur la fréquence d'année avec au moins un jour de gel. Donc un jour de gel ici est défini par une température minimale inférieure à 0 degré. Donc cette fréquence d'année avec au moins un jour de gel, je l'ai étudiée après 3 dates. Après le 1er mars, après le 15 mars, donc 1er mars c'est la colonne de gauche, le 15 mars la colonne du milieu, et après le 1er avril la colonne de droite. Pourquoi après ces 3 dates? Tout simplement parce que ça me permet de m'affranchir de la date de débourrement et d'anticiper potentiellement un débourrement plus précoce à l'avenir. Donc avant de regarder les cartes, ce qui est important de noter en haut à droite, c'est que sur la station Météo France d'Angers sur la période historique 1976-2005, on enregistre environ, donc sur cet indicateur, 42% d'années avec au moins un jour de gel après le 1er avril, donc sur la colonne de droite. Donc si on regarde sur le futur proche, qui est la ligne du haut, donc sur le futur proche, on a bien sûr un risque de gel qui diminue après le 1er avril. On a 13% d'années avec au moins un jour de gel après le 1er avril. Mais par contre, si on regarde après le 15 mars, eh ben, on a un risque de gel quasiment identique, c'est-à-dire dans le même ordre de grandeur, autour de 35% sur le vignoble du Layon. Si on regarde maintenant dans le futur lointain, donc la ligne du bas, bon, bah, on voit un risque de gel qui a quasiment diminué et qui a quasiment disparu, même après le 1er avril, qui a fortement baissé après le 15 mars, et pourtant qui reste dans les mêmes ordres de grandeur si on anticipe un débourrement après le 1er mars, avec autour de 25% d'années gélides sur cette zone-là, sur le Layon. Maintenant, si on modélise le débourrement, donc là, je vous montre, grâce à un indice en fait pareil issu de cumul de degrés jour, j'ai pu simuler les dates de débourrement qui existent, qui pourraient avoir lieu dans le futur. Donc sur ces courbes-là, vous voyez la courbe verte, c'est les dates de débourement modélisées dans le futur, et la courbe bleue, c'est la date de dernier jour de gel aussi dans le futur. Donc vous avez les dates de l'année sur l'axe des ordonnées. Donc, bien sûr, un épisode de gel, ce sera quand la courbe bleue dépasse la courbe verte. Là, ce qui est intéressant, c'est pas de regarder précisément année après année, mais par contre de regarder les tendances période par période. Donc pour ça, je vous ai mis les barres en tiré qui représentent les dates moyennes. Donc en vert, les dates moyennes du débourrement et en bleu, les dates moyennes du dernier jour de gel. Qu'est-ce qui est intéressant de voir sur ce graphique? Eh ben, c'est les écarts entre ces dates moyennes. Donc, sur les écarts entre les dates de débourrement et dates de dernier jour de gel sur la période historique et future proche sont très similaires. Donc, on peut émettre l'hypothèse Je vais passer que un le petit coup risque de de fil à la gel... limite, ça sera plus rapide. Ouais, et je vais lui préciser Pardon. ça. Ah, on entend quelqu'un, je crois. Donc, je continue. Donc, les écarts sont quasiment identiques sur la période historique et le futur proche. Par contre, on voit que dans le futur lointain, l'écart entre ces deux moyennes diminue. Et donc, on peut émettre l'hypothèse que justement, le risque de gel pourrait augmenter dans l'avenir. Alors, je mets deux grands mais à cette étude. Le premier, c'est sur les données modélisées purement climatiques, donc celles qui vont définir la date du dernier jour de gel. Les données modélisées diminuent l'intensité des événements extrêmes, c'est-à-dire que les données enregistrées par nos stations météo dans le réel vont être plus froides sur les jours de gel que les données modélisées. Et pareil, vous allez voir après pour les données chaudes, les données enregistrées par nos stations météo sur des jours chauds vont être plus chaudes que nos données modélisées. Les données modélisées ne représentent pas très bien l'intensité des événements extrêmes. Deuxième mais, c'est que le modèle de date de débourrement ne prend pas en compte la dormance de la vigne ou a beaucoup de mal à prendre en compte la dormance de la vigne. On a encore beaucoup de mal à modéliser ce paramètre-là. Et donc, on ne sait pas si vraiment le débourrement sera si précoce dans le futur. Et enfin, pour terminer, donc pareil sur les événements extrêmes, mais là, cette fois-ci, les jours chauds. Donc ici, je vous présente l'indicateur de l'évolution du nombre de jours moyens par an avec Tmax supérieur à 35 degrés. Donc si on regarde notre carte à gauche sur le futur proche, on a une augmentation de plus 3 jours de ce nombre de jours. Donc on aurait 4 jours en moyenne par an avec des Tmax supérieurs à 35 degrés. Par contre, si on regarde dans le futur lointain, on aura 12 jours, cette fois-ci avec donc un écart de 11 jours
de moyenne, avec la période historique 76-2005 qui enregistrait en moyenne un jour avec un Tmax supérieur à 35 degrés. Donc voilà, ça c'est plus pour vous donner des ordres de grandeur, encore une fois, et pour que ça soit plus parlant, si on regarde les données de Station Météo France d'Angers, donc enregistrées récemment sur les années chaudes, hein, donc là je vous ai mis la canicule de 2003, on avait 9 jours avec des Tmax supérieurs à 35 degrés, 2019 on avait 8 jours, et 2022 on avait 6 jours. Donc en fait, si on regarde ces années extrêmes qu'on a pu connaître récemment, correspondent bien à peu près justement à la variabilité observée sur le futur proche. Par contre, si on regarde dans le futur lointain, eh ben, 12 jours par an de Tmax supérieur à 35, on n'a encore jamais connu ça à Angers actuellement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Et encore une fois, ces résultats montrent vraiment un ordre de grandeur et pour vous donner une idée justement de l'évolution et des impacts que peut avoir le changement climatique sur la vie. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Théo pour cette présentation. Donc là, on va enchaîner sur Mathieu qui va présenter le levier. N'hésitez pas, comme l'a proposé Mélanie dans le chat, de poser vos questions au fil de l'eau. Et puis après, on prendra un temps de questions spécifique à l'issue de la présentation de Mathieu. Donc Mathieu, je te laisse la parole. Merci Sarah. Alors, moi je suis Mathieu Géano, je suis conseiller viticole à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et je m'occupe avec mon collègue Thomas Chassin de tout ce qui est du climat, que ce soit dans son adaptation, enfin, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation aussi. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps des leviers d'adaptation, hein, donc notamment dans le cadre d'essais qui ont été menés par mon collègue Thomas Chassin dans le cadre de Climavège. Alors tout d'abord, pour recentrer un petit peu, quand on parle d'adaptation au changement climatique, souvent en viticulture, on s'imagine très rapidement à devoir planter de la Syrah et du Grenache dans le Val-de-Loire. Le changement de cépage n'est pas la seule solution. Il y a des tas de leviers qu'on peut mettre en place et qui ne sont pas aussi radicaux que le changement de cépage, surtout dans un vignoble dans lequel les appellations sont souvent monocépages, donc dans lesquels les cépages sont un constituant très important de l'identité des appellations. Il faut s'adapter à des changements qui sont multiples, hein. Il n'y a pas que la sécheresse et la température, il y a aussi les accidents climatiques, comme vous le disait Théo, donc notamment le gel, les brûlures. Et donc, il y a des tas de leviers qu'on peut mettre en place, que ce soit sur le travail à la plantation, pour aider les racines à les plonger, sur le choix du matériel végétal, mais en plus du cépage aussi sur le porte-greffe, qui est quand même la première interface entre la vigne et le sol, le mode de conduite, l'organisation des travaux, etc. Et alors, donc ces leviers sont multiples, il faut les combiner. Il n'y a aucun de ces leviers qui est le meilleur et qui est suffisant en soi. Et comme un quart de présentation, c'est un peu court pour tout vous présenter, on va faire un focus sur quelques exemples qui ont été testés dans le cadre de Climavège. Alors, le premier levier qu'on va regarder, c'est l'élévation de la hauteur du tronc. L'idée étant d'augmenter la hauteur du plateau de taille pour éloigner la zone de grappe du sol. Voilà, en éloignant la zone de grappe du sol, on diminue l'impact de la température du sol sur le microclimat dans la zone de grappe, que ce soit dans les moments très froids, dans les périodes de gel, où on va essayer de chercher un petit peu plus de température, enfin une température un peu plus élevée au niveau de la zone de grappe, et dans les moments très chauds, au contraire, ça doit être un petit peu plus frais. Alors on teste deux hauteurs là, donc les hauteurs classiques à 60 cm du sol et une autre à 110 cm. Alors, les résultats, d'abord au niveau du froid, ça c'est donc des relevés qui ont été faits pendant le gel de 2022. Donc en rouge, c'est le plateau de taille à 110 cm et en bleu, c'est le classique à 60 cm. Donc il y a des différences de température qu'on observe, hein. Il y a plus 0,3 degrés à 110 cm. Alors, plus 0,3 degrés, ça ne vous protège pas du gel. Mais alors, des fois, sur certains gels, ça peut faire la différence. Et combiné à d'autres leviers de lutte passive, ça peut être un constituant de lutte contre le gel. Bien entendu,
quand c'est autorisé, c'est-à-dire notamment dans un contexte de vigne hors AOC. En cas de chaud, donc là, c'est des mesures qui ont été prises pendant le gel 2022, donc pas forcément la période la plus chaude, hein, et sur des vignes qui sont enherbées, donc qui diminuent déjà, qui isolent un peu le sol. Mais déjà, on voit aussi une différence de température dans la zone de grappe quand elle est à 110 cm par rapport à celle qui est à 60 cm. Il y a 2 degrés, 2,2 degrés de moins au niveau de la zone de grappe quand elle est élevée à 110 cm. Donc on peut imaginer les conséquences que ça pourrait avoir aussi pendant l'été. Donc ça, ce sont des résultats voilà, enfin, ce sont des expériences qui vont être poursuivies pour essayer d'estimer cet impact-là, notamment sur la dynamique des stades phénologiques et de la maturité. Dans la lutte contre le gel également, on a parlé d'organisation des travaux. Alors là, ce qui a été testé, c'est de la taille tardive, hein, donc 3 modalités qui ont été comparées. Une taille hivernale au 15 février, donc on va dire format de taille classique. Une taille en 2 fois avec sélection des baguettes au 14 février et nettoyage et rabattage des baguettes au 15 avril, et une taille en une seule fois, mais au 15 avril, donc taille tardive. Donc pour essayer de retarder le débrouement et d'éviter la période de gel. Alors, lors du gel de 2022, il n'y a pas eu de différence significative qui a été notée sur les rendements entre les différentes modalités. Le gel 2022 a été un gel comparé à celui de 2017, 2019 ou encore celui de 2021, qui a été beaucoup plus faible. Donc voilà, pas de différence constatée sur les rendements, que ce soit en bien ou en mal. Après, par contre, il y a eu des différences qui ont été constatées sur la composition des mous. Donc 2 choses. Tout d'abord, une maturité plus faible, hein, donc 0,6 degrés potentiel de moins sur les modalités qui ont été faites en taille en 2 fois ou en taille tardive. Donc un retard de maturité, puisque le cycle a été plus court, la vigne a démarré plus tard. Par contre, plus d'azote assimilable dans les modalités qui ont été faites en taille tardive ou en taille en 2 fois. Alors, pour l'instant, on va continuer ces expérimentations, histoire d'en savoir un petit peu plus sur cette augmentation de l'azote et également sur l'impact que ça peut avoir sur la mise en réserve des cèpes. Donc tout à l'heure, on parlait de la hauteur du plateau de taille. C'est quelque chose qu'on peut combiner avec une réduction de la haie foliaire. Donc en augmentant le plateau de taille et en gardant la même hauteur de rognage, ou tout simplement en diminuant la hauteur de rognage sur une vigne avec un plateau de taille classique. Là, l'idée, c'est de réduire la quantité de feuilles. Donc, tout d'abord, de réduire la photosynthèse pour essayer de retarder, on va dire, les stades phénologiques et la maturité, puisque, comme vous en parlez Théo tout à l'heure, on va avoir une avancée des dates de véraison et des dates de maturité, ce qui, voilà, nous amène déjà maintenant à avoir des vendanges qui commencent au mois d'août, à des périodes où, tout d'abord, des périodes très chaudes, des périodes qui ne sont pas les meilleures pour la vigne en termes d'alimentation hydrique. Des conséquences sur l'oxydation des mous, et puis on va dire aussi une main-d'œuvre qui n'est pas forcément la plus disponible à cette période-là. Donc l'idée étant de retarder les dates de vendange, et également en diminuant la quantité de feuilles, on diminue l'évapotranspiration, donc c'est aussi essayer de lutter contre le stress hydrique. Donc 3 modalités qui ont été testées, hein. Une hauteur de haie foliaire classique, une hauteur de haie foliaire réduite de 30%, et une hauteur de haie foliaire qui était réduite de 50%. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. À gauche, c'est foliaire réduite de 30%, rognier 30% rognier 30% plus court, et à droite, 50%. Donc voilà, une hauteur de foliaire qui, voilà, par rapport à ceux qu'on a l'habitude de voir, qui est vraiment très courte. Alors, au niveau du poids de vendange, tendance de la haie foliaire réduite de 30% à avoir un peu plus de rendement, mais pas de différence significative. Donc, pareil, des résultats enfin, des essais qui vont être poursuivis pour essayer de voir si ces résultats sont constants. En tout cas, voilà, pas de différence significative sur le poids de vendange par cep, donc ce qui est une bonne chose. Sur la composition des mous, par contre, on obtient 0,8 degrés potentiel en moins sur les rognages à 50% et les rognages à 30%. Donc le but qui était recherché, hein, puisque voilà, 0,8%, c'est pas irrattrapable, c'est une petite semaine de plus, ce qui permet de décaler un petit peu voilà, la date des vendanges à des périodes un peu plus propices, tout en ayant un impact positif sur le stress hydrique.
Voilà, c'était trois exemples des différents leviers qu'on peut utiliser et avec un focus volontaire sur plutôt des méthodes de conduite et des pratiques qui sont qu'on peut plus rapidement mettre en œuvre qu'un changement de cépage, de porte-greffe, etc. Alors voilà, là on a vu des leviers d'adaptation au changement climatique. Maintenant, ce qu'on va voir aussi, c'est des leviers d'atténuation. Là, on essaie de s'adapter aux conséquences, le changement du climat, et dans un deuxième temps, on va essayer de limiter l'impact que nous, on va avoir sur le changement climatique. Alors, ce que je vais vous présenter, ce sont des résultats qu'on a obtenus à travers les bons diagnostics carbone, hein. Les bons diagnostics carbone, qui est une mesure qui a été initiée et financée par l'ADEME et qui vise donc à évaluer une partie des émissions carbone sur les exploitations viticoles, enfin sur les exploitations de toute exploitation agricole. Mais moi, ce que je vais vous présenter, c'est les résultats en viticulture. Donc, je dis c'est une partie des émissions parce que on se focalise principalement sur les émissions qui sont dues aux consommables et aux itinéraires techniques. C'est pas quelque chose d'aussi exhaustif qu'une ACV ou qu'une méthode bilan carbone, parce que le but est plutôt d'amener vers la construction d'un plan d'action et donc de se focaliser sur les choses sur lesquelles les agriculteurs ont la main. Par exemple, on ne va pas prendre en compte l'amortissement en carbone de la construction des bâtiments, de la fabrication des tracteurs, etc. Et également, on s'arrête à la porte de l'exploitation, donc le transport des bouteilles vers les lieux de consommation finaux ne sont pas pris en compte. Voilà, c'est quelque chose à avoir en tête pour analyser les résultats qu'on va voir rapidement. C'est les résultats qui sont issus des diagnostics carbone qui ont été faits sur 39 exploitations sur le Val-de-Loire, hein. Donc c'est voilà, un travail conjoint des champs d'agriculture du centre et des Pays de la Loire. Donc des résultats principalement sur Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Loire-et-Cher, sur 2 millésimes, 2020 et 2021, et alors 39 exploitations qui ont des profils extrêmement différents, que ce soit en termes de mode de production. Il y avait du conventionnel, du bio, il y en a qui travaillent les sols, il y en a qui désherbent. Sur les méthodes aussi, on va dire, de commercialisation, il y a des exploitations qui fournissent quasiment l'intégralité de leur vendange à des coopératives, donc qui ne vinifient pas et qui ne conditionnent pas sur place. Au contraire, des exploitations où 100% de la production est vinifiée, conditionnée et commercialisée sur place. Donc voilà, il y a un panel assez large, on va dire, d'exploitations viticoles. Et donc, les premiers résultats qu'on va voir, donc, c'est les émissions, les séquestrations de gaz à effet de serre. Donc, sur les émissions qui sont prises en compte, ce qu'on obtient comme résultat, en moyenne générale sur les 39 exploitations, ce sont des émissions de 1700 kg d'équivalent carbone par hectare, quand on prend en compte donc toutes les étapes de production jusqu'au conditionnement. Donc, c'est la barre en bleu. À côté de ça, on a la barre verte qui, elle, correspond aux émissions qui sont principalement dues à la partie viticole. Donc voilà, qui est son nom de 600 kg à l'hectare, donc une part beaucoup plus faible, hein, parce que la plus grosse part en fait des émissions de gaz à effet de serre, on le verra après, c'est plutôt dans la partie conditionnement. Et en rouge, la séquestration de carbone, alors que ça soit dans l'enherbement intraparcellaire, hein, les rangs enherbés des vignes, que ce soit dans les prairies qui peuvent graviter autour de la partie viticole de l'exploitation, notamment dans les parcelles en attente de plantation, dans les infrastructures agroécologiques, etc. C'est des résultats qui ont varié fortement entre les 2 millésimes. Et donc, ça ne varie pas foncièrement entre les exploitations qui utilisent des herbicides et des exploitations qui travaillent le sol. Il y a beaucoup d'autres paramètres, l'itinéraire technique, le nombre de passages, le type de tracteur utilisé, hein, avec des consommations qui peuvent être extrêmement variables, qui jouent là-dessus. Donc voilà, sur les émissions à l'hectare, les 1700 kg, ça équivaut à 1000 km en voiture diesel. Sur la répartition de ces émissions, voilà, en vert, vous avez la bouteille en verre. Donc 57%, hein, la plupart des exploitations, enfin quasiment toutes les exploitations utilisaient des bouteilles neuves ou des bouteilles recyclées, donc qui sont chauffées à 1500 degrés pendant 24 heures, donc avec un poids carbone qui est assez colossal. Donc voilà, 57% des émissions de carbone sur l'exploitation. En deuxième position, le GNR, hein, le gasoil non routier, donc celui qui est utilisé principalement pour les tracteurs.
Et ensuite vient donc le gasoil routier pour se déplacer jusqu'à la parcelle, pour faire quelques livraisons dans certaines exploitations. Et enfin, le reste, c'est bag-in-box, électricité, engrais organiques et engrais minéraux azotés. Alors, autre chose à noter, beaucoup d'exploitations dans le panel d'exploitation sur lequel il y a eu des diagnostics étaient des exploitations bio. Donc ils n'utilisent pas d'engrais minéraux et dans les exploitations, dans les autres exploitations, on avait très, très peu qui en utilisaient, donc ils sont sous-représentés, d'où un poids, en fait, assez faible, dans les émissions totales, alors que ça peut être, des intrants qui sont assez émetteurs, en termes de gaz à effet de serre. Enfin, là-dedans, ça prend en compte effectivement, comme je disais, d'exploitations qui envoient à la coopérative ou au négoce, qui ne font pas le conditionnement eux-mêmes. Quand on ne prend en compte que les exploitations qui font plus de 80% de leur vinification et de leur conditionnement au domaine, on arrive à 1200 kg d'équivalent carbone à l'hectare par rapport aux 1000 de la moyenne générale. Si on regarde aussi les consommations donc de GNR, hein, qui ont été obtenues, alors non pas sur des mesures directes, mais sur des simulations d'itinéraires techniques en fonction du type de tracteur utilisé, de sa puissance, du type d'outil, du nombre de passages, etc. On a fait une simulation, on a fait sur 16 exploitations sur les 2 millésimes. On obtient donc les répartitions suivantes, hein, 157 litres hectares utilisés de gasoil non routier, donc pour les tracteurs, dont 55 litres pour les traitements phytosanitaires, 49 litres pour l'entretien du sol, et ensuite, en deuxième position, le travail de la plante en verre. Donc c'est quelque chose qui comprend rognage, prétail, effeuillage, ébourgeonnage mécanique quand il y a, voilà. Donc voilà, c'est à peu près la répartition. Donc les principaux postes sur lesquels on peut travailler pour réduire les consommations de GNR, ça va être l'entretien du sol et les traitements phytosanitaires en premier. Donc voilà, je vais présenter une partie des résultats qu'on a obtenus, puisqu'en un quart d'heure, c'est absolument impossible de tout voir. On va quand même aussi parler des leviers qui sont disponibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les exploitations viticoles. Donc, tout d'abord, réduire les consommations de GNR. Bon, à travers une limitation du nombre de passages. Alors, en travaillant sur l'itinéraire technique, en travaillant sur le type d'outil utilisé. On peut aussi utiliser combiner les outils, coupler les outils pour limiter le nombre de passages. Il peut y avoir des diminutions, on va dire, de consommation instantanée des tracteurs, notamment à travers l'éco-conduite. Donc, principalement une histoire de réglage. Le passage d'une partie du parc à l'alimentation électrique, avec les tracteurs électriques. Donc voilà, quelque chose qui resterait à nuancer, puisque là, dans cette étude, on prend en compte principalement les consommations et, comme je le disais, on n'amortit pas le coût carbone de la fabrication des tracteurs, donc ça pourrait être à nuancer, mais c'est une piste intéressante. Vu le poids du conditionnement, il y a aussi réduire les émissions par les bouteilles, hein, donc réduire le poids des bouteilles quand on utilise des bouteilles lourdes. Utiliser la consigne qui est en train de faire son retour et de se développer dans le Val-de-Loire. Et ensuite, tout ce qui va être des nouveaux packaging, les bouteilles en PET, bouteilles en carton recyclé, etc., qui sont encore assez peu utilisées en France, mais qui commencent à faire leur apparition outre-Manche et outre-Atlantique. Enfin, les réductions de l'utilisation d'engrais azotés, notamment des engrais chimiques, hein, donc pas le passage à l'engrais organique, et utilisation d'engrais verts pour la fertilisation des parcelles. Voilà, c'est un petit, comme pour l'adaptation, c'est un petit focus sur certains leviers, il y en a beaucoup, et comme pour l'adaptation, il y a des combinaisons à faire. Que ce soit pour tous les leviers, que ce soit en adaptation ou en atténuation que j'ai présenté, il y en a aucun qui a comment dire? Qui est absolument pertinent. À chaque fois, ça se raisonne en fonction voilà, de la parcelle, du type de marché, de ce qu'on veut faire. Ça, c'est quelque chose qui se résout au cas par cas et c'est du pilotage fin. Mais c'est quelque chose qui est complètement faisable à l'échelle d'exploitation viticole. Voilà pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ben, merci beaucoup Mathieu pour cette présentation. Et puis également, je remercie Théo qui est présenté juste avant. On va regarder, Mélanie va nous lire les questions du chat en premier et après, si tout le monde est discipliné, on va tenter l'aventure. Si vous avez une question à poser, vous pouvez lever la main et dans ce cas-là, vous
vous ouvrirez votre micro juste pour poser la question. Donc, on va commencer par les questions du chat et après, on a un petit temps pour échanger sur d'autres questions supplémentaires. Vas-y, Mylène. Alors, j'ai une première question pour Théo de la part d'Isabelle. Avez-vous regardé s'il y a des résultats fortement différents sur température, gel, etc., mais avec des modèles climatiques différents? Alors oui, merci pour la question. Oui, on a fait un gros travail de comparaison des modèles sur Bretagne et Pays de la Loire, où on est allé regarder, donc on ne va pas voir directement l'indicateur gel, mais par contre on a comparé donc, les variables climatiques directement, donc c'est-à-dire température moyenne, température minimale, température maximale, etc. Entre modèles, et on l'a fait vraiment par région, donc c'est-à-dire sur la Bretagne, sur le Pays de la Loire, etc., etc. Et on l'a fait aussi par saison, donc c'est-à-dire l'hiver, automne, printemps, été. Donc en fait, on remarque que les écarts sont très différents entre les modèles. Et là, le modèle choisi que je vous ai présenté, donc le modèle CNRM Aladin 63, il se trouvait que c'était le modèle le plus médian à chaque fois au niveau des écarts de température parmi tous les modèles proposés sur la plateforme Drigas. Merci Théo. J'ai ensuite une question pour Mathieu. C'est une question de Samuel. Avez-vous mis en place des essais agroforestiers sur ces exploitations et avez-vous mesuré l'impact des arbres sur la production et le stockage du carbone? Est-ce un levier activé par les producteurs? Et sinon, quels sont les freins à l'agroforesterie en viticulture? Vaste question. Alors, est-ce qu'il y a des essais d'agroforesterie mis en place? Oui, il y en a. Il y a des exploitations, la plupart des exploitations, enfin une bonne partie des exploitations qui sont engagées dans le diagnostic carbone avaient déjà des parcelles qui étaient plantées en agroforesterie. Alors la plupart du temps, par contre, on a souvent des parcelles qui sont en agroforesterie depuis très peu de temps. Donc voilà, on parle de 1, 2, parfois 3 ans, donc encore avec des arbres qui sont assez petits et donc pour l'instant des potentiels de captation qui sont assez faibles, hein, puisque la plupart du temps, c'est pas forcément des arbres avec des croissances extrêmement rapides, c'est pas des peupliers qu'on va planter. Donc des mesures directes de combien ça peut capter, pour l'instant, je n'en ai pas. Moi, directement sur le terrain, il y a pas mal de publications qui ont essayé de l'estimer, mais pareil, ça dépend énormément des essences qu'on va mettre, de la densité à laquelle on va les mettre aussi. Pour l'instant, la tendance actuelle serait quand même plutôt à faire des plantations avec des haies intraparcellaires, mais relativement espacées, hein, 40-50 mètres entre chaque haie, donc une majorité qui resterait en vigne. Donc ouais, ça dépend d'un tas de facteurs. Alors est-ce qu'il y a des freins? Oui, il y en a. Il y a la diminution de la surface. Il y a la difficulté aussi à les implanter avec des périodes d'été assez secs, hein, avec des mortalités d'arbres qui peuvent être un petit peu qui peuvent être importantes, notamment à la suite de 2022. Il y a aussi le fait de trouver parfois une certaine difficulté à l'implantation. Il y a du conseil spécifique qui existe là-dessus et je pense qu'il faut y faire appel parce qu'une haie qui est mal plantée, une haie, ça peut servir à plein de choses, hein, au microclimat, à la captation de carbone, à arrêter les masses d'air froid pendant les gels. Mais si on la place mal, on peut arrêter l'air froid au milieu de la parcelle et c'est pas forcément, ça va pas bien se passer. Donc il y a quand même, oui, il y a pas mal de freins. Une haie, ça se met pas n'importe comment, avec n'importe quelle essence, à n'importe quelle distance de la vigne, et avec n'importe quel écartement. Et voilà, là-dessus, on a des conseillers spécialisés sur tout ce qui est agrofo. Et je pense que c'est pas forcément moi qui serais le mieux amené à vous répondre là-dessus. Merci Mathieu. J'ai encore une question pour toi de la part d'Isabelle. Quel pourcentage de réduction de l'empreinte carbone est envisageable en exploitation viticole? Ça dépend d'un tas de facteurs. Ça dépend d'où on part en fait déjà. Si on part d'une exploitation qui utilise que des engrais minéraux, des bouteilles de 600 grammes et qui fait ses traitements et son rognage à la machine à vendanger avec des consommations de 25 litres à l'heure, on peut énormément descendre. Après, il y a des exploitations chez qui on a fait des diagnostics où on était en train de se dire: «Bon, bah, pour le plan d'action, ça va être un peu compliqué parce que c'était déjà pas mal». Donc et quel pourcentage? Ça va vraiment dépendre, de combien on part. Après, pour vous donner un exemple,
sur une exploitation de l'Anjou sur laquelle ils utilisaient justement des bouteilles un petit peu plus lourdes que la moyenne. À la suite du diagnostic carbone, ils ont diminué le poids de leurs bouteilles d'environ 20%. Et voilà, on disait qu'on était à 1,6 tonne, 1,7 tonne en moyenne à l'hectare. C'était sur une exploitation de 20 hectares. Donc voilà, sur des émissions moyennes qui étaient entre 35 et 40 tonnes sur toute l'exploitation, rien que diminuer le poids de la bouteille de 20%, c'était une diminution de 6 ou 7 tonnes avec un seul levier d'activé. Donc quand même, hein, il y a des diminutions vraiment importantes qui peuvent se faire, mais une fois de plus, s'il y a déjà à aller chercher. S'il y a des tonnes de carbone à aller chercher si on n'est pas déjà au minimum. Après, on n'est jamais vraiment au minimum. Dans les cas où on a des bouteilles déjà très légères, on peut commencer à partir sur de la consigne. Il y a plein de choses à faire. Mais c'est pas toujours. On peut changer de tracteur, prendre des trucs aussi un petit peu moins consommateurs, mais c'est pas le même pas de temps. Mais merci Merci, en tout cas Mathieu. pour à la fois ces questions et ces réponses. Donc là, maintenant, on va s'adresser aux participants. Si on est discipliné, c'est tout à fait possible de poser vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas, il nous reste 2-3 minutes encore pour prendre des questions avant de basculer sur la partie suivante. Et puis, Siamel, tu as vu que avec des experts en agroforesterie, on peut faire de belles choses en viticulture. Ça fait du beau boulot pour les conseillers agrofos. Petit clin d'œil à nos amis bretons. Je ne vois pas pour l'instant de main se lever. Bah, écoutez, si personne, de toute façon, on a encore un petit temps de présentation, vous pouvez continuer au fil de l'eau à poser vos questions sur la deuxième partie. Et puis, vous pourrez aussi reposer vos questions directement en levant la main à l'issue de ces deux présentations. Donc, sans plus attendre, je vais enchaîner auprès de Louis Amiot et puis Benoît Foucault qui vont parler plutôt de la filière arboricole. Et donc avec d'abord l'approche très technique et scientifique de Louis, et puis l'approche beaucoup plus terrain, on va dire, sur les impacts d'une part et les leviers d'autre part, par Benoît. Donc Louis, je te laisse mettre à l'écran ton diaporama. Oui. Hop. Alors, on me voit. Vous voyez? Ouais, c'est bon. Ce serait bien que tu mettes en grand écran. Ouais, j'y vais, j'y vais. Par contre, il n'y a pas ma tête. Bon, tant pis. C'est pas grave, on te voit quand même sur le Bon, côté. très bien. C'est très bien. C'est très bien. Bon. Eh bien, merci de me laisser la parole. Je vais vous parler un petit peu de mon travail puisque je suis doctorant, donc j'étudie les impacts du changement climatique sur l'arboriculture et le maraîchage aussi en Pays de la Loire. Et donc ici, un petit focus sur les risques climatiques en arboriculture. Donc, un petit focus avant sur les objectifs de l'étude. Du coup, ma thèse, voilà, elle s'inscrit dans le cadre du programme Climavège comme Théo. Et d'ailleurs, ma présentation fait un petit peu suite à celle de Théo. Je vais aussi montrer, vous allez voir, ça va se répondre un petit peu. Moi, c'est pas des cartes, mais c'est des graphiques. Donc, l'idée, c'est d'étudier l'évolution de la fréquence et de l'intensité de différents aléas climatiques. Donc, sur la période observée, hein, depuis le début des relevés dans la région, donc c'est plutôt 1951 et jusqu'en 2022, 2023, jusqu'à la date à laquelle on a les données. Et sur la période future, selon plusieurs modèles. Donc là, ça répond aussi à une question qu'il y a eu tout à l'heure. Nous aussi, on étudie la situation de plusieurs modèles. Là, je vais vous montrer uniquement les résultats pour le CNRM ALADA. Et plusieurs scénarios d'évolution climatique. Donc Théo a montré les résultats pour le scénario pessimiste, RCP 8.5. Je vais aussi vous montrer des résultats pour le scénario dit intermédiaire, RCP 4.5. Et donc les aléas majeurs en arboriculture, sécheresse, gel tardif, canicule. Et l'idée, c'est de cartographier ces résultats à une échelle qui soit la plus fine possible. Donc ça, c'est évidemment un travail en cours. Je ne peux pas tout vous montrer. Si ça vous intéresse, je vous inviterai à venir à ma soutenance de thèse, par exemple, d'ici 1 an ou 2. Voilà, donc je continue. Et d'abord, première donnée, premier indicateur, c'est tout simplement l'évolution de la température moyenne annuelle
ici, donc vous avez sur ce graphique la situation observée en vert jusqu'en 2022. Donc la dernière année, c'est bien 2022, l'année la plus chaude jamais enregistrée à Angers, vous le voyez. Et finalement, en 2022, on arrive à une température qui est équivalente à celle de Bordeaux, par analogie. Et puis, vous pouvez observer aussi ici une hausse de température de l'ordre de 1,5 degré depuis les années 50. Alors, sur la période future, vous voyez qu'il y a un blanc aussi sur le graphique, ça va arriver. Donc, on a une hausse de 2 à 5 degrés en fin de siècle, selon les différents scénarios d'évolution climatique. D'abord, notre scénario intermédiaire, donc le RCP 4.5. Donc, disons que on pourrait aussi l'appeler optimiste réaliste. C'est un scénario où en fait les émissions de gaz à effet de serre se stabilisent d'ici 10 ans et puis démarrent une baisse lente mais certaine jusqu'en fin de siècle. Vous voyez que dans ce scénario, la hausse de température reste limitée et finalement on termine à Angers avec une température qui s'est située autour de 14 degrés, donc à peu près la situation qu'on avait en 2022. Dans le scénario pessimiste, donc le RCP 8.5, on a ici une hausse continue des températures et vous voyez qu'on termine le siècle avec des températures moyennes annuelles qui pourraient se situer autour de 17 degrés, soit plus que les températures moyennes annuelles actuelles de Nice. Pour donner une petite idée aussi de ce à quoi s'attendre, on peut s'attendre ici. Alors en termes d'impact, le premier impact qui est observable, c'est la précocité des stades phénologiques. Donc là, je vais vous présenter un petit peu ce graphique, puisqu'il y en a un autre qui est construit de la même manière. Vous avez ici la fréquence de date de floraison, sur différentes périodes. Donc à gauche, c'est les périodes observées, donc les années 50, tout à gauche, les années actuelles, la période actuelle. Au centre, nous avons la situation, vous voyez ma souris, je pense, j'espère. Au centre, nous avons la situation future modélisée dans le scénario intermédiaire, donc horizon moyen, la barre à gauche, et horizon lointain, la barre à droite. Et tout à droite, nous avons la situation dans le scénario pessimiste, donc pareil, horizon moyen, horizon lointain. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ici? On a différentes couleurs, qui nous montrent que finalement, dans les années 50, on avait 80% des dates de floraison de la reine des rainettes, de la pomme reine des rainettes, du coup, à Angers, qui intervenait en mai, 80% en mai. Aujourd'hui, c'est plus que 50%. Alors, j'ai oublié de préciser, les dates de floraison, ce ne sont pas des dates mesurées, mais ce sont des dates estimées à partir de degrés jour. Je ne vais pas détailler plus ici, mais voilà, ce sont des dates, on pourrait dire, modélisées. Donc, à partir de données climatiques observées à gauche et à partir de données climatiques modélisées à droite. Bon, voilà. Alors, du coup, comment évolue? Donc, on voit bien ici la précocité des stades de la floraison qui intervient de plus en plus tôt. Donc, on passe de 80% en mai à 50% en mai. En fin de siècle, dans le scénario intermédiaire, c'est plus que 30% au mois de mai. Oui, c'est ça. Donc 30%, la barre en bleu ici. Et puis, vous le voyez, en fin de siècle, dans le scénario pessimiste, eh bien, 100% des floraisons interviennent en avril, et même une part ici en jaune, fin mars. Donc floraison fin mars, c'est une floraison qui intervient à une période où eh bien, le risque de gel reste finalement assez important. Et c'est vrai, c'est toujours vrai en fin de siècle. Donc pour ça, nous avons à peu près, vous le voyez, le graphique qui est construit de la même manière. Et vous avez ici la fréquence d'années où on a un gel après la date de débourrement à Angers, donc qui est un indicateur qui nous donne une idée d'impact potentiel de ce gel. Donc plus c'est fréquent et plus le risque est grand. Et puis nous avons aussi l'intensité du gel. Donc plus on va vers le bleu foncé et plus ce gel est potentiellement fort. Donc on remarque que bien, dans les années 50, on était à 70% d'années gélives. À Angers, encore une fois, pour la pomme reine des rainettes. Aujourd'hui, on est plutôt un peu plus de 60%. Donc la fréquence, sur 30 ans, en tout cas, la fréquence d'années gélives diminue.
Mais vous voyez bien que ce n'est pas le ressenti actuel, hein. Et donc, en fin de siècle, scénario intermédiaire, on a à peu près 1 année sur 2 avec potentiellement du gel. Et dans le scénario pessimiste, 25% d'année gélive. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Le risque de gel ne disparaît pas, hein, il est moins fréquent, mais en termes d'intensité, vous pouvez voir qu'on a toujours ces petites barres bleues qui nous indiquent qu'on a potentiellement un gel fort et toujours le petit warning, hein, c'est des données modélisées et donc les données modélisées, eh bien, il y a des problèmes avec les extrêmes. Donc ça potentiellement ici, ça peut être encore plus intense. Voilà, affaire à suivre. Donc un autre impact, c'est sur le risque de sécheresse que j'ai choisi ici de représenter par le taux de remplissage moyen de la réserve utile. Donc c'est à peu près semaine par semaine. Donc en gros, quand on est à 100%, donc ici c'est une moyenne, donc c'est normal que ça atteigne pas vraiment 100%, hein, mais vous voyez qu'on est quand même très proche de 100% ici. Eh bien, ça veut dire que la réserve du sol est remplie et donc finalement la pluie va s'écouler dans les rivières, etc. Et puis, on va dire que quand on est en dessous de 50%, hein, c'est ici, c'est ce qui matérialise notre ici, hein, eh bien notre saison d'étiage. Et donc, plus on est creusé ici et plus il y a des besoins en eau très forts. Donc, vous le voyez ici à Angers, hein, c'est la période juillet, août et voire début septembre où on a le plus besoin d'eau. Alors, comment ce taux de remplissage va évoluer? Eh bien, nous avons ici la situation dans le scénario intermédiaire, donc RCP 4.5, toujours en fin de siècle, période 2071-2100. On constate d'abord donc une situation qui s'améliore un petit peu, hein, en moyenne en mars-avril, du fait de l'augmentation des précipitations à cette période-là. Mais par contre, une situation qui se détériore ici, on voit qu'on a quelques semaines en plus où eh bien, cette réserve utile est remplie à moins de 50%. Et dans le scénario pessimiste, eh bien, la situation, disons, évidemment, hélas, un petit peu pire. Vous voyez que là, c'est quasiment sur toute l'année où on a une situation qui est détériorée et en été, au mois d'août, une réserve qui est en moyenne à 0%, donc une situation évidemment très inquiétante. Alors j'aurais pu vous montrer aussi des bilans hydriques, mais voilà, j'ai fait ce choix qui change un petit peu ici, qui est aussi assez parlant sur déjà la différence entre les deux scénarios et puis l'évolution de ce risque de sécheresse qui est assez clair ici. Enfin, je termine avec l'évolution du nombre de jours de canicule. Donc une canicule, c'est ici est définie comme étant un jour où la température minimale est supérieure à 18 degrés et la température maximale supérieure à 33 degrés. Donc on en a eu un petit peu cet été, hein. Le dernier pic de données observées, donc en vert, c'est l'année 2022. Donc on en a seulement 3 à Angers parce que bien, finalement les températures minimales restaient assez inférieures à ce seuil de 18 degrés. Donc ici, ce qu'il faut voir sur ce graphique, donc à l'heure actuelle, on a maximum 10 jours de canicule par an. Donc les pics ici, donc on a l'année 2003 et puis si on remonte plus loin, c'est l'année 1976 où il y a eu aussi pas mal de jours de canicule. Eh bien, à horizon moyen, donc d'ici 10 ans, on est autour de 10, alors on pourrait dire, voilà, en moyenne 10 jours de canicule par an. Vous voyez que voilà, on en a pas mal et c'est pas systématiquement chaque année. Vous voyez qu'on a encore des années sans jours de canicule et la situation est, disons, assez stable selon le scénario, hein, c'est-à-dire que c'est à peu près calé là-dessus. Et en fin de siècle, c'est là qu'on a une divergence de nos deux scénarios. Donc on va de 10 et jusqu'à 45 jours de canicule. Donc 45 jours, vous voyez qu'aujourd'hui on en a 10 maximum, donc c'est 4 fois plus au moins de jours de canicule qu'aujourd'hui. Donc évidemment, ces chiffres doivent interroger sur évidemment les impacts sur la culture en elle-même, sur nos capacités à produire dans de telles conditions, et aussi les impacts sur les ravageurs, notamment le Carpocaps. Peut-il lui-même survivre à de telles conditions? C'est une question qui reste ouverte ici.
Et il me semble que voilà, j'étais au bout de mon diaporama, donc merci de m'avoir écouté et je vais laisser la parole à Benoît, il me semble. Oui, Benoît, sans transition, on va te laisser afficher ton diaporama. Voilà, pour rebondir aussi, tu vas nous présenter les impacts concrets sur les plantes et puis quand même évoquer les leviers. Et j'espère qu'on aura des questions aussi derrière pour réfléchir aux leviers d'adaptation. Je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Benoît Foucault, donc, je travaille à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Je suis conseiller en agronomie et arboriculture, et puis je vais vous présenter les impacts des épisodes climatiques qu'on a pu voir tout à l'heure, qui sont pour l'instant peut-être exceptionnels, mais qui vont, comme l'a dit Louis, être de plus en plus fréquents. Donc, je vous présenterai les impacts sur l'arboriculture, et puis on verra quelques leviers possibles aussi. Tout d'abord, le gel. Je crois qu'on ne voit pas ton diaporama à l'écran. Ah, j'ai pourtant partagé. Alors attendez, je vais faire autrement. Est-ce que là vous voyez? Oui, parfaitement. Oui. Merci. Bon, la première diapo, c'était juste la diapo d'introduction. Voilà. Donc j'en étais, oui, au gel. Et donc le gel voilà, va avoir un impact sur toutes les cultures en arboriculture fruitière à différents stades phénologiques des arbres. Donc ça va de l'éclatement des bourgeons jusqu'au stade petits fruits, avec des températures aussi critiques qui sont différentes en fonction des différentes espèces. On a aussi évidemment en fonction des espèces, des dates d'apparition des stades phénologiques à des dates différentes, donc un peu plus tôt pour tout ce qui est abricotier, cerisier, un petit peu plus tard pour les pommiers. Donc le risque de gel peut être étalé sur une période assez longue. Avec, comme l'avait dit Louis, peut-être à l'avenir un peu moins de risque de gel après débourrement, mais du fait d'un débourrement aussi plus précoce, on est encore dans l'inconnu à ce niveau-là. Donc l'impact du gel peut être très important sur les arbres, avec des pertes qui peuvent aller jusqu'à 100% de la récolte, comme on a eu le cas ces dernières années, par exemple sur cerisier, où toutes les fleurs avaient gelé, il n'y avait pas eu de récolte du tout. On a d'autres impacts sur les fruits, des impacts plutôt esthétiques, comme vous voyez sur la photo ici. Là, c'est ce qu'on appelle un anneau de gel, donc sur une pomme. Donc, je vous ai mis une photo un peu extrême, des fois c'est un peu plus léger comme symptôme, mais sur des fruits comme les pommes qui ont un caractère esthétique pour la commercialisation, ça peut poser des problèmes. Alors, au niveau des moyens de lutte, donc là c'est des moyens de lutte, je vous présente ce qui existe déjà et ce qui est fait. En premier lieu, donc, par de l'aspersion au moment du gel. Donc on voit une photo ici avec des fleurs qui sont prises en glace. Donc là, c'est pas un effet du gel, mais c'est un effet de la lutte contre le gel. Donc c'est l'aspersion par de l'eau, d'irrigation, d'eau sur les fleurs qui va geler, qui va prendre en glace et puis qui va permettre de maintenir une température proche de 0 autour de la fleur, même si la température descend plus bas dans l'atmosphère. Donc c'est la solution la plus utilisée et sans doute la plus efficace. On a aussi, par exemple, les bougies, comme on peut voir sur la photo en haut à droite. On a également les tours anti-gel, comme vous voyez ici. Et puis il y a des solutions un peu plus récentes qui sont tractées derrière des tracteurs, donc soit par chaudière ou d'air pulsé, pour éviter à l'air froid de stagner dans les parcelles. Donc, je vous ai mis aussi un petit tableau avec les différentes efficacités donc en fonction des moyens de lutte qui existent.
et en fonction des types de gelées aussi qui peuvent arriver dans nos régions. Donc, il faut pouvoir composer avec tout ça et pour pouvoir lutter efficacement contre cet aléa. Deuxième aléa que j'ai choisi de présenter, donc c'est la chaleur et les excès de chaleur. Donc là, on l'a vu dans les graphiques que Louis a présenté, effectivement, des fortes températures de plus en plus fréquemment. Donc avec, dans un premier temps, les coups de soleil. Donc vous voyez sur la photo à droite, là, une pomme qui a pris un coup de soleil. Là encore, c'est une photo où le symptôme est très marqué. Ça peut être un peu plus léger, mais de toute façon, ça rend le fruit inconsommable donc quand c'est des niveaux comme ça. Et puis quand il y a des petites taches aussi, une perte un peu au niveau texture sur les fruits, mais aussi une qualité esthétique qui est diminuée. On a aussi les nuits chaudes qui peuvent gêner sur la coloration des fruits, puisque les pommes prennent leur couleur par différence de température entre le jour et la nuit. Et donc, comme il a été présenté aussi tout à l'heure, hein, les nuits où les températures seront supérieures à 18 degrés vont être de plus en plus fréquentes et ça peut poser des problèmes de coloration et donc d'avoir des variétés qui ne sont pas typiques par rapport à ce que le consommateur attend et qui peuvent être déclassées au niveau de la vente. Et puis, au-delà de ces aspects un peu plus spéciaux, donc il y a de toute façon le fonctionnement de l'arbre qui va être diminué ou arrêté quand les chaleurs sont trop extrêmes. Alors j'ai pris l'exemple du pommier où au-delà de 35 degrés, on a un arrêt de fonctionnement. Donc l'arbre n'a plus à l'épuiser dans le sol les éléments nutritifs, va plus faire grossir ses fruits. Et donc c'est aussi problématique pour une récolte normale. Les moyens de lutte qui peuvent exister contre ça, ils sont peut-être un peu moins développés aujourd'hui. Donc on a l'application de talc ou d'argile sur les fruits qui va faire comme une crème solaire en fait contre les coups de soleil. L'efficacité elle est quand même limitée et au-delà d'une certaine exposition au soleil, ça a ses limites aussi. Par rapport à la coloration des fruits, donc je vous ai laissé la même photo puisqu'en fait on a des variétés ou plutôt des clones de variétés qui sont qui colorent plus facilement même s'il y a moins d'écart de température. Donc là c'est pareil, hein, les différences ont aussi leurs limites, mais ça peut être une des solutions pour sur une variété retrouver une couleur qui convienne commercialement. Et puis on a les possibilités d'avoir des ombrières hein, sur les vergers, ça peut être possible, sachant qu'on a déjà de toute façon pour beaucoup de vergers des structures en filet paragrèle. Donc là c'est l'histoire, c'est rajouter quelque chose d'un peu plus opaque pour pouvoir créer de l'ombre et être moins exposé au soleil. Et ça peut être aussi par panneaux photovoltaïques éventuellement, donc le coût est plus élevé, mais ça peut rapporter un autre bénéfice par ailleurs. Voilà pour ce qui est de la chaleur. Par rapport aux précipitations, donc une précipitation hein, dans les deux sens, hein, soit les excès d'eau l'hiver, soit du manque d'eau l'été. Donc les excès d'eau, c'est surtout problématique pour les nouvelles plantations, où si on a de l'eau qui stagne pendant un certain temps, ça peut mettre en péril un verger, et notamment au début de plantation, au début de vie de l'arbre. Après, ça pose un petit peu moins de problèmes, mais ça peut quand même faire mourir des arbres si la stagnation d'eau est trop longue. Et par rapport au manque d'eau, là, il n'y a pas c'est assez facile à comprendre, donc moins d'eau disponible pour les arbres vont assécher les feuilles, les fruits. Donc là encore, la photo, c'est peut-être un petit peu extrême. Et puis, ça peut aussi, s'il n'y a pas assez d'eau, modifier les qualités organoleptiques des pommes, puisque c'est un fruit qui est consommé brut, donc on attend aussi sur cet aspect-là. Au niveau des moyens de lutte, on a, par rapport aux excès d'eau, peut-être des zones
dans des parcelles aussi où il faudra éviter de planter, s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau stagnante. On peut planter sur butte, élever peut-être un peu plus la butte par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, pour que les racines plus facilement se retrouvent dans une zone ressuyée, zone de sol ressuyée. Et puis il y a le drainage qui est possible de faire aussi quand c'est possible et autorisé. Pour le manque d'eau cette fois, donc évidemment l'irrigation. Aujourd'hui, la plupart des vergers en pommes en tout cas sont irrigués, avec la problématique de l'accès à l'eau et de la quantité disponible pendant l'été. On en entend parler, je pense, depuis quelques étés, avec de plus en plus de difficultés à remplir les réserves. Et c'est d'autant plus vrai qu'on peut se rappeler les quelques diapos tout à l'heure, où on utilise aussi de l'eau pour lutter contre le gel en début de printemps ou fin d'hiver, qui peut amputer déjà la quantité d'eau disponible pour l'irrigation l'été. Et puis, autre solution, on peut changer d'espèce pour choisir des espèces qui ont besoin de moins d'eau pour pousser. Donc, je vous ai mis une photo d'olivier qu'on ne trouve pas encore dans nos régions, mais ça pourrait peut-être venir à l'avenir. Voilà donc pour les impacts un peu plus directs. Après, il y a des impacts qui peuvent être indirects, les changements climatiques vont avoir des conséquences sur les maladies et les ravageurs qui eux-mêmes ont un impact sur les arbres. Donc, par exemple, là, je vous ai mis le cycle du Carpocaps, où pour l'instant, on a 2, voire maintenant dans nos régions 3 générations par an. Dans le sud, ça fait longtemps qu'ils sont à 3 générations, et puis on peut en imaginer une généralisation du nombre de générations, d'avoir 3 générations, et peut-être plus éventuellement à l'avenir. Donc, ce qui aura pour conséquence qu'il faudra lutter contre ce ravageur pendant une période plus longue, puisque le nombre de cycles sera supérieur. Et puis les maladies, ça peut être aussi pareil. Donc on peut aussi avoir des maladies ou des ravageurs qui disparaissent, qui sont plus problématiques du fait du changement climatique, ou d'autres qui au contraire sont peut-être présentes mais de façon secondaire ou pas inquiétante, et puis qui pourront être beaucoup plus problématiques à l'avenir. Et enfin, un autre type d'impact, c'est par rapport à tout ce qui est logistique, j'ai envie de dire, par rapport aux dates de récolte qui sont avancées par rapport à aujourd'hui, et donc peut-être la difficulté aussi de trouver de la main-d'œuvre à cette période-là. Aujourd'hui, les pommes, c'est principalement aller de toute fin août jusqu'à fin octobre. Si c'est avancé, on risque de se retrouver en concurrence avec les jobs d'été, par exemple, pour les étudiants, et avoir un besoin de main-d'œuvre à ce moment-là. Et ça a été évoqué d'ailleurs aussi par Mathieu, je crois, tout à l'heure pour la viticulture. On peut avoir aussi des problèmes par rapport au stockage, parce que effectivement, si les cycles des végétaux sont réduits, on aura besoin d'un stockage plus long, donc besoin de dépenser plus d'énergie, et une récolte à une période où il fait plus chaud, et donc besoin aussi de plus d'énergie pour faire du froid, pour pouvoir garder ses fruits. Et puis, j'ai mis offre de marché, c'est-à-dire qu'on va peut-être aussi se retrouver avec d'un seul coup tous les fruits à la fois d'été et puis d'automne qui arrivent de façon très très proche les unes des autres, et perdre un petit peu le consommateur dans sa façon de consommer les fruits durant tout l'été. Donc voilà pour les impacts un peu plus indirects. Et puis j'avais une dernière diapo donc sur un travail qu'on a fait par rapport à Climavège, sur un questionnaire qui peut être proposé aux arboriculteurs pour essayer de détecter leur sensibilité face au changement climatique. Donc c'est un questionnaire qui est à peu près d'une vingtaine de questions, où les résultats sont présentés sous différentes formes. Donc par rapport aux mêmes questions, on a différents types de présentation. Tout d'abord, là sur la gauche, vous voyez un type radar, où on présente par une entrée structurelle et pratique quels sont les points de vigilance sur les différentes aléas climatiques.
Et puis au milieu, vous avez l'ordre inverse, un peu, c'est une entrée par aléa climatique, et quelles sont les pratiques ou le structurel qui permettent d'être plus ou moins sensibles ou résilients face à ces aléas assis. Et puis une dernière présentation tout à droite, sous forme de camembert, où là c'est plus ciblé pour les questionnaires qu'on fera en groupe avec un groupe d'arboriculteurs, où ça présente donc sous forme de camembert la différente représentativité des différents producteurs présents par rapport à différents aléas. Donc le but c'est de pouvoir voir pourquoi l'un est plus sensible que l'autre et créer de l'échange entre les producteurs et puis pouvoir discuter des pratiques ou des caractéristiques de l'exploitation suite à ces résultats-là. Donc voilà pour moi sur l'impact du changement climatique en arboriculture. Merci beaucoup Benoît. Et également, je remercie Louis juste avant qui a présenté. Donc là, on peut laisser la place aux questions parmi les participants. Donc déjà, ce que je propose, c'est que Mélanie, tu puisses lire les questions qui sont dans le chat et on pourra ensuite reprendre les questions si on a le temps, les questions à main levée. Merci Sarah, merci Louis. Peut-être une première question pour toi. Comment les pollinisateurs s'adapteront-ils à ce décalage? Y a-t-il une température haute limite qui empêcherait la floraison? En fait, il y a deux questions en une. Oui. Sur les pollinisateurs, je ne peux pas répondre parce qu'il y a en plus, il y a des recherches en cours sur le sujet et ce n'est pas directement mon sujet à moi. Et pardon. Une température haute limite qui empêcherait carrément la floraison. Ça, on peut pas le dire, mais de toute façon, la floraison, elle intervient à un moment donné où les températures très hautes ne peuvent pas se produire. Enfin, alors, j'ai pas vérifié encore si on va avoir des 30 degrés en mars. Disons que c'est possible, mais ce n'est pas forcément dommageable. 35 degrés en mars, par contre, c'est quand même peu probable, disons. Donc, je pense que voilà, autour de 25 degrés, c'est optimal. Après, ça commence à se dégrader, mais on n'atteindra jamais 35 degrés en mars. Ou alors, on est vraiment sur un scénario très extrême, quoi. Oui, c'est vrai que je rebondis là-dessus. C'est des cas qu'on va rencontrer peut-être en maraîchage ou en grande culture, où on a des périodes de floraison qui sont dans ces périodes-là de forte chaleur. Mais en culture pérenne, on n'est pas sur des cycles qui en sont soumis à ces fortes chaleurs pendant la floraison. Mais par contre, vous avez peut-être une idée, parce que Louis, toi qui travailles aussi en maraîchage, par exemple, les températures limites pour la floraison, il me semblait que c'était autour de 30-35 degrés. Ça dépend largement du type de culture. C'est très variable selon la culture. C'est aussi quelque chose de compliqué à estimer. Donc, de toute façon, s'il fait 30-35, en général, au-delà de 34 degrés, il me semble que c'est un seuil assez universel, le 34 degrés. C'est mauvais pour à peu près toutes les cultures. Après, est-ce que c'est 28, 29, 30? Ça dépend de la culture. Merci Louis. Il y a une question de Mathilde. Alors, pour l'un ou l'autre, je ne sais pas trop. L'estimation de l'impact sur la phénologie des pommiers s'appuie sur quel modèle et quelles informations? Je pense que c'est par rapport à la diapo de Louis. Oui. Ouais. En fait, c'est un petit modèle simple qu'on a construit à partir du degré jour. Donc, c'est une somme de température au-delà de 10 degrés. Et on les a mis en parallèle avec les relevés de l'INRA sur le site des Hauts-d'Anjou, où ils ont relevé depuis 2005-2004 les dates de différents stades phénologiques pour 25 variétés de pommes. Il y a aussi la même chose pour les pêches et pour les poires. Donc c'est à partir de ces données-là qu'on a travaillé sur ce petit modèle. Voilà. En gros.
je peux pas montrer, enfin, donc c'est vrai que c'est assez abstrait comme ça, mais c'est pas évident à Mais expliquer. c'est assez général. Les centres de température sont assez guides, que ce soit pour les prairies, aussi les autres productions. Les centres de température sont quand même guident les stades phénologiques pour beaucoup de productions végétales, quoi. Ouais, bah là, en gros, c'est à partir de la somme des températures maximales supérieures à 10 degrés à partir du 1er février. Et on a différents seuils pour chaque variété et les stades phénologiques. Donc, on a fait débourrement, bouton rose et floraison. Donc, on a des seuils des seuils de degrés jour qui nous permettent de dire, voilà, théoriquement, là, c'est la date de floraison. Théoriquement, là, c'est la date de débourrement à partir du dépassement du seuil. Mais ça reste assez théorique, bien sûr. Merci Louis. Une question ensuite d'Isabelle, peut-être plutôt pour Benoît. Les brûlures dues au coup de soleil ont-elles aussi des conséquences négatives sur les pommes à cidre? Question normande. Oui. Alors, oui, ça c'est vrai qu'on voyait là une pomme, enfin, pour la consommation, côté esthétique et côté goût. Sur les pommes à cidre, bah, bon, c'est une récolte un peu spéciale puisque les fruits sont ramassés au sol et tout est englobé dans dans la même récolte et puis pressé par la suite. Mais oui, on pourrait avoir éventuellement des risques par rapport au goût du cidre. Et peut-être que c'est un peu à rapprocher avec les travaux qui ont été faits en viticulture et puis que Mathieu a présenté tout à l'heure, ouais, avec peut-être des parfums qui sont non attendus, voire qui gâchent le goût du cidre. Donc oui, possiblement, on pourrait avoir ce genre de choses. Moi, à l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a pas de tri qui est fait à ce niveau-là, hein, pour l'instant. Merci Benoît. Une question de Florence. Alors là, je vous laisse répondre l'un ou l'autre. Quel sera l'impact sur les nouveaux arbres? Si on plante des pommiers, dans 20 ans par exemple, ça donne quoi? C'est toute la question. C'est vrai que la difficulté dans les cultures pérennes face au changement climatique, c'est que on doit anticiper beaucoup. C'est-à-dire que bah, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on ne peut pas l'année suivante changer à nouveau. C'est un peu la difficulté. Donc c'est un petit peu un pari sur l'avenir. Et donc planter des pommes dans 20 ans, je pense que ça sera toujours possible, hein, puisqu'on a vu aussi par les graphiques tout à l'heure, par climat similaire, on obtiendrait dans quelques années les températures et les climats de Bordeaux ou du sud de la France, encore plus au sud, des régions où ils produisent eux-mêmes des pommes à l'heure actuelle. Donc ça sera sans doute encore possible. Par contre, c'est pour eux dans le sud, peut-être que ça deviendra plus possible. Voilà. Ok, merci Benoît. Peut-être encore pour toi, celle-là, c'est Quentin qui nous demande si on peut envisager de planter d'autres essences en complément afin de favoriser les échanges symbiotiques entre les arbres. Donc j'imagine du coup là, sans doute vis-à-vis de la résistance au stress hydrique et à la chaleur. Oui, pourquoi pas, ça peut être envisagé. Il y a des travaux là-dessus, enfin, sur les mélanges d'espèces en arboriculture, il y a quelques travaux. Je ne sais pas si, comme résultat ou comme étude, ils s'orientent vers la disponibilité en eau ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est plus par rapport aux résistances face aux maladies ou ravageurs que ce mélange d'espèces est étudié. Et puis c'est un peu aussi étudié quand même par rapport aux différentes strates des arbres assez hauts, comme des noyers qui pourraient être mélangés avec des arbres un peu plus bas, voire des petits fruits, des choses comme ça, qui peut apporter un avantage à ce niveau-là. Bon, après, il y a aussi une question d'ombrage. Voilà, ces choses-là sont... Moi, j'ai pas vu de résultat là-dessus, mais ça peut être un sujet pour les parcelles qui sont implantées comme ça à l'heure actuelle, quoi. Et puis une question de Lucille, au niveau de l'impact de la chaleur, est-ce qu'on constate une augmentation significative des Brix sur les fruits dans l'ouest de la France? Bah, oui, je pense, hein, ouais. Il doit y Alors avoir un peut-être peu pour le une commun des augmentation. mortels, expliquer Brix.
Oui, c'est le taux de sucre en fait. C'est vrai que pour déclencher les récoltes, on regarde en pomme notamment la dégradation de l'amidon et puis le taux de Brix, donc le taux de sucre qu'il y a dans les fruits. Donc en fait, c'est en atteignant un certain taux de sucre qu'on va déclencher la récolte. Donc du coup, on récolte plus tôt. Si on attend plus, on aura forcément des fruits qui seront plus sucrés, voire à surmaturité, c'est un peu le risque. Donc comme c'est une des prises de décision pour déclencher la récolte, finalement, la conséquence ne sera pas d'avoir des taux de sucre plus élevés, mais des récoltes plus précoces. Merci Merci, beaucoup Benoît. pour toutes ces réponses très précises. Écoutez, on peut poser encore d'autres questions avant de passer à la conclusion. Est-ce que parmi les participants, il y a des personnes qui voudraient lever la main, s'exprimer, poser votre question en direct? En tout cas, merci beaucoup pour ces présentations, vos réponses très précises. On voit qu'il y a quand même des pistes intéressantes qui ont été soulevées à la fois dans les présentations, mais aussi dans les questions sur la mixité avec plusieurs essences dans une même parcelle, en jouant les synergies, en jouant les auteurs, en jouant les complémentarités. Et on a parlé d'agroforesterie tout à l'heure en viticulture. Mais aussi des pratiques quand même assez concrètes et possibles à mettre en œuvre dès maintenant pour lutter contre le changement climatique. C'est vrai que la question des essences et des espèces semble être un élément majeur. Toutefois, comme le dit Mathieu, il y a peut-être plein d'éléments intermédiaires avant de changer complètement toutes les espèces, les essences qui sont sur le parcellaire, sachant que ça a un coût et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, en attendant, il faut quand même réussir à mettre les bonnes pratiques pour s'adapter. Donc, en tout cas, merci beaucoup.